Salut à tous et bienvenue sur Casa Milan. Défaite 2-1 du Milan à domicile face au Napoli dans la course à la 3ème place. Et c'est Insigne qui a marqué le premier but à la 5ème minute sur une passe décisive d'Alan. Et c'est 3 minutes plus tard Callejon qui a donc doublé la mise pour le Napoli à la 8ème. Et nous en parlons aujourd'hui avec Tom et notre nouvelle recrue Skoyat. Salut à vous. Salut. Tom, c'est quand même assez rageant, ça fait plusieurs matchs que le Milan a énormément de mal à démarrer, on se fait cueillir à froid. Alors là il faut dire qu'il y a eu un gros remaniement, parce que Romagnoli, on le rappelle, et Locatelli étaient suspendus, donc une défense inédite et un milieu inédit. Mais quel manque de sérieux, quel manque de concentration, avant une deuxième mi-temps meilleure et qui aurait pu voir le Milan revenir. C'est ça qui est rageant, c'est-à-dire qu'on pense que si on est un peu plus sérieux, eh ben on perd pas ce match. Oui, on peut même rajouter l'absence, même si ce joueur est controversé, de Deschilio. C'est rageant. Alors je veux bien entendre qu'effectivement ce match-là, il y avait des circonstances atténuantes avec, comme tu le dis, Romagnoli et Locatelli absents. Mais enfin, si c'était juste ce match-là où on ratait nos débuts de match, ça se saurait. On a eu la même situation au Torino. On a été pareil d'ailleurs à domicile en coupe contre le Torino. Il faudrait peut-être expliquer à nos joueurs qu'un match dure 90 minutes et qu'on n'est pas obligé de se réveiller après avoir encaissé un but. Parce que ça peut être bien aussi de marquer un but d'entrée et de se faciliter la tâche. Parce que en coupe ça a marché, on a réussi à revenir et à marquer et à gagner le match. Au Torino on a égalisé. Le problème c'est que c'est Naples en face, c'est pas n'importe quelle équipe, et c'est pas si facile d'égaliser, même si on a eu des occasions. Donc On a c'est vendangé, rageant on a bien vendangé devant les buts quand même. Hein. Oui, on a vendangé, mais Naples aurait à vendanger aussi au final, Oui, parce que Mertens a 2-3 occasions, Donnarumma en sort des belles. Donc les deux équipes ont vendangé, c'est juste, moi, pour parler grossièrement, ça me fait chier de voir le Milan attendre 20-30 minutes, qui se réveille, qui sortent un peu du lit et de la couette. Faut arrêter. On a montré en première partie de saison être capable de faire des bonnes prestations et des bons matchs. Il faut le faire dès le début, faut pas attendre que l'attaque adverse s'amuse et qu'on se dise ah bah merde, maintenant on perd de 0, faut se réveiller. Donc les bonnes effectivement, résolutions de bienséance verbale de début d'année 2017 ont été vite oubliées, Tom, hein, visiblement tu un retrouves ton seul langage petit. fleuri, hein. Non, mais on comprend le désarroi, on comprend l'amertume. Ah bah évidemment, Skoyat qui fait sa première après un tel résultat, j'imagine que tu aurais rêvé d'une meilleure entrée en matière, mais que veux-tu, c'est comme ça. Le Milan se fait donc trucider à domicile. J'utilise également un mot un peu spécial, mais c'est assez rageant ce qui se passe, parce que c'est vrai qu'il y avait un enjeu comptable évidemment, hein. On était à la lutte justement face à un adversaire direct pour la place en Ligue des Champions. C'est pas qu'on rêve forcément de Ligue des Champions avec une équipe qui, on le sait, doit encore travailler et puis doit encore recruter, former les jeunes, etc. pour parfaire son évolution. Mais à l'heure actuelle quand même, on avait la possibilité de remonter un peu, comme avant la trêve, hein. J'avais dit, souvenez-vous dans la spéciale, j'avais dit c'est un petit peu dommage qu'on soit pas second, on pouvait l'être, on a fait quelques petites contre-performances et voilà, là face à un adversaire direct, on se trouve. Comment expliques-tu ça? Comment l'as-tu vécu? Ah non mais moi j'avais envie de m'arracher les cheveux, hein. 2 buts en 5 minutes, c'est juste impardonnable. Sur le premier but, bon c'est un contre, mais il y a des erreurs de placement au niveau de la défense, enfin voilà. Deuxième but, je considère que c'est surtout Gigio qui est fautif, il se prend un petit pont, certes c'est malheureux, mais il nous a habitués à mieux quoi. Après bon, le but de Kučka, ça donne un peu d'espoir, mais Sur une erreur défensive napolitaine, c'est-à-dire que c'est même oui, pas un oui, but oui. construit par le Milan, hein. Non, même pas, ouais. Et après, ça rame en deuxième mi-temps, il y a des petites possibilités, mais à aucun moment on a été vraiment dangereux. C'était désespérant. Oui, d'ailleurs, le but de Kučka que j'ai oublié de citer dans mon introduction, tu me fais bien de le C'est clair. signaler, effectivement. Bah oui, mais je retiens tellement la défaite, c'est terrible que j'oublie que Kučka, effectivement, a réduit la marque à la 37e minute, hein, bien évidemment, juste avant la mi-temps. C'est une mésentente napolitaine, une passe en retrait manquée, et Kučka a bien su l'exploiter. Kučka, d'ailleurs, qui a été l'une des rares satisfactions milanaises ce soir. Alors, on va rappeler également que on peut finir à 0-4 en première mi-temps, parce qu'à la 14e, il y a une bonne sortie de Donnarumma face à Callejon. 29e, une énorme occasion pour Mertens qui s'en mêle les pinceaux avec un fourbon toujours face à Donnarumma. Et ensuite c'est vrai qu'on a une tête de Gomez à côté sur un bon centre de Bonaventura à la 35e. Tête de Gomez d'ailleurs qui doit rentrer, hein, ça là-dessus il peut s'en vouloir. Je rappelle également les faits de jeu de la deuxième mi-temps. 47e, une tête de Pasalic sur la barre sur un magnifique centre d'Abaté. 48e, une demi-volée de Sousa qui force Reina à se coucher, mais enfin c'est pas très dangereux. 67e cette fois-ci, c'est une occasion napolitaine, mais Donnarumma sort très très bien face à Mertens. Et enfin Donnarumma 70e qui part une frappe de Mertens. Donc c'est vrai que niveau occasion ça a été équilibré. Maintenant il
faut reconnaître aux Napolitains l'art de la contre-attaque et de la justesse technique au niveau de ces contre-attaques placées rapides, qui m'a rappelé un petit peu l'Inter de Mourinho, moi, sur certaines prises de balles, etc. Comme ça, cette explosivité qui a mis à mal la défense milanaise et remaniée, avec un petit jeune sur le côté gauche, hein, qui c'est le métier qui rentre, effectivement, et puis surtout Romagnoli, dont la science du placement et de la relance, eh bien, nous ont manqué ce soir. Tom, c'est mental, c'est quoi? C'est une mise en place tactique qui a du mal à s'organiser justement en début de match? C'est simplement des joueurs je sais pas, qui n'y sont pas alors qu'il y a un enjeu. Comment expliquer ça? Honnêtement, je m'interroge, je n'ai pas de réponse précise. Je reconnais que Sur c'est pas une la- question le- facile. Hein. le début de match, je pense quand même que il y a quand même beaucoup. La Pasalic qui perd le ballon déjà. Hein, Ouais, sur il y le a pas premier but. enfin, c'est toute l'organisation tactique qui est un peu foireuse. Je pense à mine de rien, c'est tout con, mais on avait l'habitude, je pense, en phase de possession, si tu veux, on avait l'habitude d'attaquer en fait avec 3 défenseurs centraux, en fait, puisque Deschilio restait en troisième défenseur central avec Romagnoli et Paletta. Là, avec Calabria ou Antonelli, c'est pas la même situation parce que Calabria et Antonelli montent beaucoup plus, ce qui fait qu'on se retrouve déjà avec 2 centraux et des côtés totalement découverts. Ce qui ne se passait pas, ce qu'il n'y avait pas quand il y avait Deschilio. Alors, on fait un petit aparté sur Deschilio qu'on critique beaucoup, mais il a un rôle un peu spécifique que n'ont pas donc les 2 autres latéraux. Et en plus de ça, Sosa, qui a pas été si mauvais que ça, j'en reviendrai plus tard. Qui est bien revenu en deuxième mi-temps. Voilà, Parce c'est que ce que première j'allais mi-temps dire. catastrophique, mais deuxième mi-temps quand même c'était mieux avec beaucoup de transversales, Voilà. long ballon intéressant. Mais défensivement, par contre, il Eh n'y est oui. pas. Et le c'est problème, pas c'est que Locatelli, défensivement, il y a beaucoup de milieux qu'on avait qui ne défendaient pas. On avait donc les 2 latéraux qui montaient beaucoup, qui ne défendaient pas vraiment très bien. Je pense à Abaté qui défendait pas très bien, je trouvais aujourd'hui. Bah, à Calabria part sur le qui- premier but, moi j'y reviendrai sur Abaté parce qu'il a été très critiqué, mais moi j'ai trouvé que c'était l'un des rares qui avait manifesté de l'envie, de l'allant et de l'entrain en proposant des solutions sur le plan offensif que les autres n'ont pas proposé. Donc j'y reviendrai, mais Ah, effectivement. offensivement, ouais, je suis d'accord. C'est juste que on prend beaucoup de buts, on a pris beaucoup de buts et très rapidement on a concédé beaucoup d'occasions parce que voilà, il n'y avait pas cette organisation tactique qu'on avait l'habitude de voir en première partie de saison avec avec le rôle de Deschilio. Et en plus de ça, il y avait des défaillances un peu individuelles qui étaient multiples, avec donc Abaté en défense, Calabria, Sosa qui ne savait pas défendre, Gomez. Donc tout ça cumulé fait que tout a volé en éclats sur ce match-là. Maintenant, le problème, c'est que c'est pas qu'une fois et que c'est de l'ordre de l'habituel maintenant. Et on peut pas dire que c'est juste des défaillances individuelles passagères parce que ça fait plusieurs matchs. Donc c'est compliqué à analyser. Il s'est passé aussi autre chose, Koyat. C'est-à-dire que devant, on était censé avoir 2 joueurs sur les côtés avec Bonaventura et Suso qui se sont énormément rapprochés de Bacca dans l'axe. C'est-à-dire qu'ils sont tombés dans l'entonnoir napolitain. Et finalement, on n'a pas eu, en tout cas en première mi-temps, autant de centres venus des côtés. C'est Abaté qui a été le plus dangereux avec ses centres en première mi-temps, avec un premier qui a été dévié in extremis par Tonelli, me semble-t-il, qu'il enlève à Bacca. Et je crois que c'est en deuxième mi-temps ensuite qu'il l'envoie sur la tête de Pasalic qui tape la barre. Mais il y a eu quelques montées comme ça côté droit, mais c'est pas venu vraiment de Suso, quoi. Hein. C'est-à-dire que nos ailiers offensifs au début étaient vraiment éteints dans la première partie du match. C'est vrai que Bonaventura et Suso ont pas forcément été très incisifs, mais je dirais qu'il y a aussi autre chose que j'ai remarqué, c'est que on a eu tendance à beaucoup insister à faire des centres comme ça venant des côtés, des latéraux, et j'ai eu l'impression que aucun centre n'était dangereux parce qu'il y avait toujours un Napolitain qui était là, que ce soit le goal ou le défenseur. Bah, ils font leur travail, hein. Oui, bah, bien sûr. Bah Et oui, ce que mais je- parfois ce que le je veux centre dire- est bien, mais le défenseur prend le dessus sur l'attaquant. Il y a aussi une question de duel, c'est à l'attaquant de Bien sûr. s'imposer des fois. Mais, Bah, bien parfois, sûr. Bacca se cache aussi. Hein. Oui, on va en Oui. parler. Oui. Skoyat, vas-y. Mais ce que je veux dire, c'est que quand c'est aussi systématiquement que ça n'aboutit pas, j'ai pas eu l'impression qu'on cherchait à créer du danger de façon différente. On insistait tout le temps sur les centres, et ça a fini par m'agacer un peu, quoi. Bon, et qu'as-tu pensé alors de notre attaquant de pointe? Parce qu'à un moment donné, moi je comprends toujours pas que la Padula soit pas titulaire. Hein. Là, il va falloir m'expliquer le mystère, parce que dès qu'il rentre, il est dangereux, dès qu'il rentre, il se passe quelque chose. Bacca est transparent. Comment se fait-il qu'on insiste avec Bacca et que la Padula soit aux oubliettes? J'ai du mal à comprendre ça. Vas-y, Skoyat, si t'as une explication, je la prends. Hein. Alors avant toute chose, justement, disons un début d'explication, c'est que bon, c'est purement statistique, hein, mais pour l'instant, la Padula, je vais y arriver. La Padula. N'a encore jamais marqué contre une grosse équipe. Alors, Bah, il a pas joué encore, enfin Oui. si peut-être, et encore à peine. Enfin, Il a combien de matchs, la trois Padula? occasions. Il me semble qu'il était titulaire dès le début contre la Roma, je crois.
Et puis en coupe, il me semble, je sais plus. Enfin, il a eu au moins 2 matchs contre des équipes de première partie de tableau où il aurait eu l'occasion. Oui, mais Alors ça fait certes, 3 mois que Baka n'a pas marqué, ou il a non, mais marqué je suis récemment d'accord, là, je mais suis d'accord. ouais. Je suis pas en train de défendre particulièrement Baka, Ouais, mais t'as deux euh, choix là. mais voilà, disons que ça peut être un début d'explication quand c'est un match comme ça en jeu contre Napoli. Ça peut se comprendre de faire plus confiance à Baka. Maintenant, vu le match, ouais, j'ai envie de voir la Padula, même dans les grosses rencontres maintenant, quoi. Alors que j'arbore actuellement un maillot de Baka, donc ça me fait chier de dire Ah, ça, ça mais existe encore ça? D'accord. Il y en a un chez toi, d'accord. Non mais c'est bien, c'est bien. Un petit coucou à Léo Lourec sur le forum qui se reconnaîtra et qui je crois saluera cette initiative de ta part. Tu as dépensé donc de l'argent ça pour date de acheter l'année un maillot dernière, de hein, je Baka précise. en promotion, en occasion, comment ça s'est passé? Non, non, pas spécialement. Si, il y a peut-être T'as payé ça plein pot? il y avait peut-être un bout de solde, je sais plus. Mais enfin, Ah ça date de l'année d'accord. dernière. L'année dernière, c'était encore Ah ouais, compréhensible. ouais, ouais. Bon bah écoute, non mais c'est bien, il en faut de toute façon. Dis-moi Tom, t'as pas suivi de Nyang, non? Ah non, Non je non, sais non, pas, je tente maintenant parce non, que tout mais est possible, hein. C'est on va éviter 2017, de tu sais, on parler de apprend des Nyang choses. maintenant parce que je le réserve un peu pour les flops et Ah les oui c'est tops, ça, donc j'en non mais parlerai c'est-à-dire que, après. vous savez des fois il y a au Grammy Awards ou des choses comme ça, il y a des trucs en hommage à la carrière, des récompenses spéciales en hommage à la carrière, et il y a des récompenses, peut-être des flops en hommage à l'ensemble de l'œuvre du joueur, hein, qui sont pas axés spécifiquement sur un match, mais sur la totalité d'une Oui, voilà. médiocrité. Tom, un petit mot quand même sur ce choix de Montella d'insister sur Baka, quelle est ton explication? J'ai l'impression qu'on essaie plus de rentabiliser pardon, les 30 millions qu'on a investis l'année dernière. Parce qu'effectivement, je suis un peu comme toi, j'ai un peu de mal avec Baka en ce moment. Enfin, ça fait d'ailleurs un petit paquet de temps où j'ai vraiment du mal. À part le but qu'il met contre, je crois que c'est Cagliari, où d'ailleurs Lapadula fait une grande partie du boulot. Et le penalty, bon, même si c'est un penalty qu'il faut le mettre, et on est bien passé pour le savoir avec les ratés de Nyang récemment, et qu'il faut le mettre. Enfin, Baka, ça fait quand même pas mal de temps qu'il est quand même imbuvable au Milan, quoi. Bah, dès qu'il Moi, touche j'ai le ballon, vraiment, c'est pour la vraiment du mal. perdre, donc c'est assez rageant. C'est-à-dire que quand il peut faire une passe en retrait, c'est facile de faire une passe en retrait, quand même n'importe qui est capable de le faire. Bon, Ah ouais, non, mais bah même oui, oui, c'est des passes à 1 mètre, il n'y arrive plus, quoi. mais c'est C'est. agaçant quand même. Et Oh là c'est là. celui qui est censé être décisif. On en a un sur le banc, on le met pas. Moi, j'ai du mal à expliquer ça. Alors, évidemment, il y a des gens qui expliqueront, oui, mais c'est le standing, le statut international, etc. À un moment donné, le statut, on s'en fout. Ce qui nous intéresse, c'est ce qui se passe sur le terrain. Faut être pragmatique. Le mec, il Là, met plus un pied devant l'autre. Mettons la Padula, qui lui se défonce à tous les matchs. Et si on fait un sondage ou un référendum au niveau du public de San Siro, des abonnés et des autres, à mon avis, il y a victoire par KO, hein. Ah mais clairement, puis en plus c'est un des chouchous du public, donc Mais oui c'est pour ça que clairement. je dis ça. Mais en plus de ça, donc là c'est pour parler 30 secondes, même pas 10 secondes d'un joueur que l'on n'a pas. La semaine dernière, il y avait donc il y avait 2 matchs Torino-Milan. Il y avait d'un côté Bacca et de l'autre côté Bellotti, mais je pleurais. Je me disais mais c'est pas possible. C'est échanger les maillots, faites quelque chose, emprisonner Bacca et envoyez-le au Torino et on prend Bellotti parce que là c'était pas possible. Oui, mais tu sais bien que C'est n'importe quel mondialiste t'expliquera que tous les jeunes ah Italiens sont non, nuls et là, que... franchement, je pense Ah que bah oui, c'était mais... tellement criant que tout le monde, même certains mondialistes, comme tu dis, je vois de qui tu parles, le reconnaîtraient. Là, la différence était Oula, criante. c'est difficile, hein, dire qu'un jeune Italien... Il est plus très jeune, il a quel âge Belotti? 23 ans? 23 ans, ça y est, c'est plus 23 ans, jeune. si c'est jeune encore. Non, non mais attention, oh là là, dire qu'un Italien est bon, c'est devenu très compliqué aujourd'hui, hein, donc faut se méfier. Oh là là, tu es un dangereux réactionnaire là Ah, si mais tu dis ça. moi, je le dis, moi. Ouais, non, mais c'est bien, tu fais preuve de courage. Bon, allez, on va demander à Skoyat de nous donner son top 3, c'est parti. Ouais, ça va pas été évident sur ce match, hein, aussi bien les tops que les flops, parce que bon, au niveau des flops, ça a été assez général. Mais bon, j'ai quand même sorti un top 3. Alors en troisième position, bon c'est a priori pas très objectif, mais je mets Calabria. Il a pas été excellent, hein, loin de là. Mais voilà, j'ai bien aimé le voir de temps en temps bien réussir pour stopper l'attaquant. Les relances, certaines étaient un peu dégueu, d'autres étaient plutôt pas mal. Bon, vu le match, ça le met en troisième position pour moi. En deuxième, bon, j'ai mis Bonaventura en n'étant pas forcément très enthousiaste non plus. Mais s'il a mis longtemps à démarrer, je dirais que bon, quand même, il a proposé un peu quelque chose. Bon, voilà. Je suis pas Non, très, non, mais il y a pas, non mais je je comprends suis- qu'il n'y ait pas spécialement de motivation. Qu'est-ce que tu veux? Il faut les chercher. Puis voilà, je suis pas très convaincu. personne n'a été brillant de toute façon, Voilà. donc il est possible qu'on se retrouve pas du tout sur les tops parce qu'il n'y a pas d'évidence ce soir. Voilà. Et en numéro un, bah, j'ai mis Kuchka, qui est peut-être celui qui a le moins déçu, on va dire. Bon, déjà pour son but, même si c'est un peu coup de bol. Mais même globalement, j'ai l'impression que c'est lui qui a le plus apporté offensivement. Enfin, je sais pas, hein, peut-être que je me trompe, mais je sais pas. J'ai vu à plusieurs reprises des passes assez bien vues qui faisaient figure de dribble en même temps que de passes.
C'était celui qui, je trouve, envoyait le moins souvent la balle vers l'arrière, ce qui m'a profondément agacé de la part de pas mal d'autres joueurs. Du coup voilà, c'est pas un grand Kuchka qu'on a eu ce soir, mais vu le reste, ça fait premier quoi. Tom, C'était compliqué, hein. C'était vraiment tout est très résumé dans compliqué. cette onomatopée. Ah, c'était très compliqué. Bon, j'en ai quand même trouvé un petit top 3, un très petit top 3. En numéro 3, Bonaventura. Première demi-heure très difficile, pour pas dire transparente. Par contre, il s'est très bien réveillé, je trouve, après la demi-heure de jeu, où il était à l'initiative de beaucoup d'attaques, notamment donc le centre dont tu parlais pour Gomez. Puis même de manière générale, il y a eu beaucoup d'occasions, ça venait beaucoup de son côté. Il a essayé de combiner et voilà, j'ai trouvé l'envie qu'on ne voyait pas chez beaucoup de joueurs ce soir. Alors, c'est peut-être un des plus mauvais matchs de Bonaventura, mais vu qu'il y a beaucoup de joueurs qui m'ont déçu, ça le place quand même dans le top 3. En top 2, je vais mettre Kuchka, un peu pour les mêmes raisons, parce que en première mi-temps, c'est lui qui sonne la révolte. C'était mérité parce que je pense que c'était clairement l'un des moins mauvais en première mi-temps. En deuxième, j'ai trouvé que c'était plus difficile pour lui, mais il a eu une telle dépense d'énergie, il s'est tellement battu tout seul en première mi-temps que je peux pas lui en vouloir d'avoir baissé de pied en seconde période. Et en top 1, parce que j'en ai pas, je vais mettre le match en lui-même, parce que parce que voilà, les joueurs ne m'ont pas plu. Par contre, le match, j'ai pris beaucoup de plaisir à le regarder. Tu aimes les erreurs défensives, Tom? Bah, pour le coup, oui, parce que au moins j'ai pris du plaisir, je me suis pas ennuyé. Alors, je me suis peut-être énervé beaucoup derrière mon écran, mais je préfère toujours m'énerver que m'ennuyer et m'endormir devant un match. Écoute, Et je vais voir t'envoyer une... en stage de rééducation et je vais t'imposer de visionner 10 fois la finale de Manchester en 2003 entre le Milan et la Juve 0-0, tir au but. Et tu verras ce que c'est qu'un Ah, mais match où on ne je ne s'ennuie m'étais pas et où il n'y a en- pas d'erreur défensive. je ne m'étais pas ennuyé, il faut après différencier. Donc on peut avoir un match défensif avec pas de but, mais très intéressant avec vraiment un bon match. Et il y a des matchs où ça peut être très chiant, où les buts c'est des erreurs, il n'y a pas d'occasion, il n'y a rien. Là effectivement j'entends bien qu'il y ait des erreurs et tout, mais au moins il y avait du rythme. Il y avait deux équipes qui se battaient comme des chiens. Ça c'est Euh, vrai. donc voilà, je préfère ça qu'un voir un match du Milan comme on a vu des tas pendant des années où on s'ennuyait et qu'on revenait après sur Casa Milan et on se disait bon bah qu'est-ce qui s'est passé? Bah Ah rien. oui, on l'a fait, c'est Là au vrai. moins il s'est passé quelque chose. Il a critiqué mais c'est passé quelque Bon, chose. très bien, bah écoute, on retiendra cet argument massu. Il s'est passé quelque chose, on va pas l'enlever. Alors moi, comme ils ont presque tout raté, autant raté que réussi techniquement, finalement, j'ai du mal à sortir vraiment un joueur. Je prends les trois qui, selon moi, se sont les plus donnés physiquement sur la durée, ceux qui ont montré le plus d'envie, d'entrain et d'allant, à savoir, pour moi, dans le désordre, je les ai pas classés, Kuchka, Abate et Bonaventura, ce sont les trois qui, quasiment du début à la fin, effectivement, Bonaventura c'est à partir de la 30e, Abate aussi. Kuchka c'est plus le début de match et la première partie de la deuxième mi-temps. De toute façon, personne n'a été bon sur les 90 minutes. Mais je pense que c'est ceux qui ont manifesté dans leur activité physique, dans leur course, dans leur abattage, le plus d'envie. Kuchka, c'était l'une des vraies déceptions de la première partie de saison. Je crois que c'est la première fois, ou peut-être la deuxième seulement cette année, que je le vois faire un bon match. Bonaventura, bon, on l'a vu meilleur, mais là c'est vrai qu'il n'a pas été aidé par ses coéquipiers. Cela dit, il n'a pas démérité. Et Abate, je vais encore faire hurler dans les chaumières. C'est vrai que c'est son moins bon match depuis début décembre, où je trouvais qu'il était vraiment bien revenu et qu'il tenait à merveille son rôle de capitaine. Là, sur le premier but, il est en retard. Je pensais qu'il le rattraperait d'ailleurs son joueur, même s'il a pas mal de retard. Curieusement, il ne l'a pas fait, ça m'a interpellé, mais après je trouve qu'il est bien revenu. Ça a été l'un des rares, je le répète, à proposer des solutions devant et parfois même à être presque décisif, puisque si il n'y a pas eu d'occasion transformée sur ses centres, c'est sûrement parce que soit l'attaquant ne s'est pas imposé, soit Pasalic en l'occurrence a tapé la barre, a manqué de précision. Mais il peut finir avec deux passes décisives au compteur à Baté. Et puis j'ai retrouvé son sens de l'abnégation, etc. Ça n'a pas toujours été très précis, mais enfin on le connaît. On verra au prochain match, mais j'ai vu bien pire que lui dans le match, quoi. C'est-à-dire que les autres ont été tellement mauvais que de toute façon, là j'ai choisi les trois moins mauvais. Selon moi, personne n'a été vraiment bon. On passe au flop avec Skoyat. Alors pour le flop, moi j'ai mis en troisième position Niang, même s'il a joué que 10 minutes en comptant le temps additionnel, donc c'est un peu sévère de le mettre dans le flop 3. Mais ça a été, en 10 minutes, il a réussi à faire autant de conneries que quasiment le reste de l'équipe, quoi. Première touche de balle, il la perd. Deuxième touche de balle, il fait faute. Troisième touche de balle, il gêne avec un autre. Enfin bon, je vais pas tout lister, mais c'est exaspérant. C'est à l'image du reste de l'équipe. T'as envie de t'arracher les cheveux quand tu vois ce mec rentrer sur le terrain. Donc voilà, et je vais pas forcément m'étendre plus longtemps que ça.
Ensuite, en deuxième position, Baka, voilà, malgré le maillot que je porte actuellement. Pff, Il est dédicacé? non, 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 Tu veux que je te signe dessus? Non, parce que je peux imiter la signature, il n'y a pas de problème. ça va aller, ça va aller. Non, mais enfin voilà, c'est peut-être pas le pire des matchs qu'il a fait cette saison, mais ça a été quand même plutôt mauvais. Et enfin, à un moment, il a une vraie occasion, même si c'est pas, il est pas genre tout seul devant le but. Il a une occasion de faire une frappe et ça arrive en plein centre, alors que c'est censé être un pur attaquant de pointe. Et bah pareil, c'est exaspérant au bout d'un moment. J'aime bien ce mot ce soir, je sais pas pourquoi. Voilà. Et en première position, j'ai mis Gomez. Pareil, hein, ça n'a pas forcément été un match exécrable non plus. Il a pas fait que de la merde. Parce que vraiment, ça a été l'équipe Ah oui, c'est entière bien, qui c'est a... fleuri ce soir, décidément, le langage, hein. Vous êtes bons tous les deux là, j'ai bien compris qu'on lâchait les chiens, hein. Il n'y a pas de souci, allez-y, foncez. Désolé. Non, mais enfin, c'est vraiment l'équipe dans son ensemble qui a été vraiment en dessous. Mais voilà, malgré tout, Gomez, sans arrêt, enfin pas sans arrêt, mais très très souvent, soit être aux fraises défensivement, soit faire des relances n'importe comment. J'en avais juste marre de le voir sur le terrain assez rapidement. Bon, Tom, Et ben là encore très compliqué t'as mis les de 11, c'est ça? faire des flops. Oh, j'aurais pu, hein, franchement. Non mais te connaissant, c'était possible, donc... Ah, j'ai hésité, j'ai fait. Ah, mais j'en ai mis plus que 3, tu verras. En troisième, je vais mettre Sosa. Alors même si en deuxième mi-temps, je l'ai trouvé assez intéressant, notamment en phase de possession avec de très belles transversales. Ça, il faut le souligner. Par contre, en première mi-temps, c'était cataclysmique. C'était vraiment une vraie horreur. Et d'une manière générale, défensivement, ce mec-là ne vaut rien. On peut reprocher des imperfections à Locatelli, mais j'ai vu vraiment la différence entre Locatelli et Sosa ce soir. Parce que bon, en première mi-temps, c'était le jour et la nuit, mais même en deuxième mi-temps, défensivement, Locatelli, même s'il a l'air d'une brindille, ben, je trouve qu'il défend au moins un peu, qu'il met le pied, qu'il sait où se placer, alors que Sosa, il était perdu. Et devant la défense, c'est quand même bien compliqué d'avoir un mec qui sait pas défendre. Donc voilà, ça me gêne un peu. En numéro 2, Baka, parce que Baka depuis 2 mois, parce que j'ai l'impression de voir un Casper, d'un mec qui ne sait pas faire une passe à 1 mètre, qui rate tout ce qu'il entreprend, qui ne semble pas forcément motivé, et quand il rate très vite. Enfin, on le vendra sûrement pas en janvier, mais bon, j'espère que cet été ça sera le cas parce que j'ai vraiment du mal en ce moment. Et Dieu sait que je l'ai beaucoup défendu, mais là j'ai vraiment du mal. Et en flop 1, parce que j'ai pas réussi à choisir, j'ai mis la défense. Parce que défense, ça englobe donc le deuxième but encaissé de Donnarumma, mais aussi la défense, le quatuor défensif de ce soir. Alors on va faire un mot très vite. Abaté, autant offensivement, je trouve qu'il a fait de réels progrès sur les centres, autant défensivement, je trouve qu'il était très très en difficulté ce soir, qu'il a souffert le martyr, que le fameux Abaté qui revenait très vite et plus vite que tout le monde en défense, ben, on voit qu'il prend de l'âge parce que Insigne lui met 2 mètres, mais même quand il a les ballons, il a continué à lui mettre 2-3 mètres dans la vue. Calabria, je l'aime beaucoup, mais je le répète ici, je trouve qu'il est vraiment mieux à droite qu'à gauche, parce qu'au niveau du placement, c'est quand même bien plus compliqué à gauche pour lui, et je trouve que ça s'est vu, même s'il y a eu quelques actions un peu intéressantes, et l'axe central très très en difficulté sur les passes en profondeur, notamment Gomez, qui a été pour moi catastrophique du début à la fin. S'il y a vraiment un joueur qui était le nullissime ce soir, c'est lui. Et je vais juste faire une petite aparté parce que c'est pour les quelques semaines qui m'ont un peu énervé le concernant. C'est un flop d'honneur. Donc je fais référence à tes Grammy Awards AMJ. Ah C'est ouais, je pour vois, Nyang. ouais. C'est Ah pour oui. Nyang. Parce que l'envie du gars, alors, il a toujours été très très médiocre. Moi, je l'ai jamais défendu ici, même s'il arrivait quelquefois de faire des bonnes prestations. Mais il y a une chose qu'on lui enlevait pas jusqu'à un certain moment, c'était l'envie. C'est un mec qui revenait beaucoup en défense, qui se défonçait même s'il était très médiocre. Or là, depuis quelques matchs, je trouve que même ça, il ne l'a plus. C'était pas aujourd'hui, c'était contre le Torino où je ne l'ai pas vu replier en défense malgré un Calabria qui sortait sur la touche. Ce soir, il rate tout ce qu'il entreprend, il râle au bout d'une minute. Je vais faire une annonce sur adopteunboulet.com, de le vendre à un club anglais ou même en Chine, parce il surpaye des joueurs. Pitié, achetez-le nous, parce qu'on prenne un joueur potable, parce que j'en peux plus, j'en peux vraiment plus. Je vais même pas être grossier, c'est juste que j'en peux plus de ce joueur. Voilà.
Bon, bah, on aura, je pense, compris le message. De toute façon, je crois qu'il y a un certain nombre de supporters milanais qui partagent ton point de vue. En ce qui me concerne, toujours dans le désordre, parce que j'arrive pas à classer ce soir, j'ai l'esprit trop embrouillé par tout ce qui s'est passé. J'ai mis Souzo parce que je l'ai trouvé extrêmement brouillon et on attend de sa part l'étincelle technique qui n'est pas venue, des frappes de loin au-dessus, des centres pas précis et un manque de technique, je trouve, paradoxalement, alors que c'est son point fort. Il y a eu quelques fois un ou deux ballons sortis intelligemment, mais c'est trop rare sur ce match pour que je puisse l'exonérer de ce, enfin l'enlever, comment dire, le retirer de mon top. Et Baka évidemment pour les mêmes raisons que vous, apathique, toujours aussi imprécis, toujours aussi exaspérant, je reprends le terme de Scoyat, par son tout simplement manque de d'envie hein, sur pareil. Ce que j'appréciais chez les trois que j'ai mis dans mon top, c'est l'inverse chez Baka en fait, hein, c'est-à-dire qu'il manquait de temps-train, il manquait de hargne hein, tout simplement. Et c'est vrai qu'on attend ça aussi d'un attaquant dans la surface de réparation dans un match comme ça où, comme tu l'as rappelé Tom, ça allait d'un but à l'autre, il y avait beaucoup comme ça comment dire, c'était dynamique quoi, c'était animé. Moi c'est pas forcément ce que j'aime, enfin au moins il y avait ça. Bah lui il était hors sujet pour le coup. Bon, et enfin Gomez pour les raisons que vous avez données également, j'ai pas besoin d'épiloguer. Je pense pas que ce soit d'ailleurs forcément un mauvais joueur dans l'absolu, mais il a pas encore montré quelque chose au Milan. Je pense qu'il sera jamais mieux qu'un remplaçant. Et vivement que Romagnoli revienne. Ce qui est bien c'est que ce dernier sera là dès le prochain match. On passe au mot de la fin avec Monsieur Scoyat. Alors moi, j'ai envie de faire mon mot de la fin pour la Juventus, pour leur magnifique nouveau logo, que je Ah oui, trouve quelle horreur, oui. absolument somptueux. Évidemment, je suis pas sérieux et enfin on dirait un logo de marque de fringues. Et une petite mention à SoFoot qui a fait un générateur de logo style Juventus avec plein de petites perles à découvrir en tapant par exemple tout simplement Juventus. Voilà, celui-là je vous le donne, c'est cadeau, mais cherchez un peu d'autres clubs ou des noms de joueurs et il y a quelques trucs marrants à découvrir. Ouais, c'est vrai que c'est assez navrant et ce qui est malheureux, c'est que ça vient de dirigeants italiens, historiques, etc. Enfin, c'est pas n'importe qui dirige la Juve, et donc ce sont des gens qui sont censés être imprégnés du terroir, de la culture locale, etc. Et qu'il faut donc accuser de trahison aujourd'hui, hein, parce que moi, si les dirigeants milanais faisaient ça, et avec les Chinois, attention, hein, on va voir ce qui va se passer. Si jamais les Chinois rachètent, bien sûr, parce que c'est pas encore fait, je crains énormément ça et je trouve qu'on devrait enfin, ça devrait être interdit, voilà, comment dire, la fédération italienne devrait interdire ce genre de choses, il faudrait mettre les hauts là pour empêcher qu'on piétine à ce point le patrimoine et l'héritage culturel, même d'un club de foot. Je trouve que ça ne se fait pas, que c'est un manque de respect vis-à-vis des supporters, et d'ailleurs, corrigez-moi si je me trompe, mais les supporters juventini n'ont pas été très heureux lorsqu'ils ont appris ça, hein. En tout cas, les réactions que j'ai lues sur certains forums étaient tout sauf positives. Tom. Bah, au lieu d'un mot de la fin, je vais avoir deux chiffres qui n'ont rien à voir entre eux. Le premier, c'est 5. 5 comme le nombre de jeunes formés au club qui sont arrivés depuis l'été 2015, soit donc Pizzari, Donnarumma dans les buts, Locatelli et Calabria, et donc depuis une semaine ou deux, l'attaquant numéro 1 de la Primavera, Cutrone, qui remplace numériquement Luis Adriano. Ça fait quand même 5 joueurs en moins de 2 ans. C'est un très beau ratio, je trouve. Si on peut continuer à avoir donc entre 1 et 2 éléments chaque année, moi franchement, j'en serais ravi. Mais Et évidemment. on Mais c'est ce suit qu'il faut, Tom. une démarche, oui, bien sûr, on suit une suite qui est vraiment pas mal. Le projet, en tout cas, prend forme. S'il y a bien une chose qui marche dans ce club, ça fait des années que je le dis, c'est bien les jeunes. Et je pense que peut-être pas pour l'été prochain, mais peut-être l'hiver 2018, il y a peut-être encore un ou deux joueurs qui vont arriver. Mais en Et le espérant que deux, les Chinois ne viennent pas détruire tout ça, hein. Parce que bah, t'as vu ce qui suivent au niveau des recrues, hein. il Attention. y a quand même, là, on a atteint, je veux dire, comment dire, le projet a atteint une telle ampleur que ça a touché quand même de très belles générations. Je pense par exemple, si je peux en parler 30 secondes, Mais oui, mais pour ça. c'est encore très très jeune parce que ça a 12-13 ans. La génération 2004, j'ai eu vent de cette génération-là qui apparemment marche sur toute l'Europe. Il ne perd pas un seul match depuis 3 ans. Il gagne tous les tournois auxquels il participe. Ah, tu veux Genre que là, ça je fasse crois, comme la Cantera de Barcelone. voilà, je crois que là cette année ils sont à 16 matchs, 16 victoires, 80 buts marqués. Enfin, Oula. c'est un truc assez. Non, apparemment ils sont faramineux. Le problème Donc c'est que voilà, là il va falloir attendre un peu je pense. Parce que oui, voilà, 12-13 ans bien on n'en est sûr, pas encore là. On a fait c'est 16 pour, avec Donnarumma mais je pense pas qu'on c'est puisse pour, non, faire. c'est pour te montrer en image un peu que le projet touche vraiment loin. Maintenant après Oui avec mais les il faut pas le Chinois. détruire. C'est ça que je veux dire. Le C'est-à-dire détruire, je pense qu'effectivement. pas. Il pourrait Ah l'arrêter. bah. Dans ce cas-là, ça s'arrêterait vers 2005-2006. Mais je pense qu'il y en a quand même une vague de générations qui vont être prometteurs.
Donc voilà. Et Oui, vite mais ils fait- peuvent toujours bloquer les accessions à l'équipe première, hein, tu sais, c'est-à-dire que tu peux toujours avoir des C'est super sûr, jeunes, c'est vrai, des c'est super vrai. jeunes et les vendre. Et moi, c'est ça que je crains. C'est-à-dire, C'est alors, vrai, tu vas me dire, c'est pas du tout un jeune issu du centre de centre de formation, pardon, mais le blocage du recrutement d'Orsolini, hein, alors qu'on venait c'est de vrai, c'est vrai. sortir Luis Adriano et qu'on suit, je sais plus qui, c'est Delofeu, je sais pas quoi là, qui va venir ou qui est peut-être déjà L'Espagnol, là. ouais, le Voilà, feu, c'est ouais. ça. Moi, ça m'inquiète beaucoup. Tu vois, ça m'inquiète énormément. Alors, c'était pas Orsolini, un joueur issu du centre de formation, sauf que c'est un super joueur qu'on aurait pu avoir pour 3 millions. J'espère qu'ils vont pas nous refaire le coup d'Orsolini avec des joueurs issus du centre de formation, c'est tout ce que je dis. Et le deuxième chiffre, très vite fait, parce que tu sais qu'en plus j'adore ce sport, c'est 28 000 comme le nombre de spectateurs qu'il y avait lors de France-Islande au handball aujourd'hui, qui a battu un nouveau record pour un mondial de hand dans un gymnase qui était à la base, donc dans le stade de foot de Lille. Enfin, une organisation de fou, une ambiance vraiment excellente et je prends toujours plaisir à voir ce sport que je pratique par ailleurs. Donc voilà, et j'espère que dans les prochaines émissions, j'aurai la possibilité de dire en mot de la fin bravo à cette équipe de France de hand qui, je l'espère, gagnera un nouveau trophée. Ah bah c'est bien, ça nous permet de nous diversifier un peu. Bon, moi mon mot de la fin, c'est l'année prochaine, la Padula titulaire et Cutrone remplaçant numéro 1. Ça, ce serait le Milan de demain, celui que je veux voir, avec Calabria titulaire évidemment. Enfin, il y a beaucoup de choses, de belles choses à faire pour prolonger ce que tu viens de dire sur les jeunes évidemment. Donc on attend ça, on attend le retour de Felicioli, on attend, je le dis depuis longtemps, Bellanova. Voilà, plutôt que d'aller recruter des latéraux comme Vangioni qui servent à rien d'ailleurs, parce qu'on s'est bien rendu compte qu'on avait raison, nous à Casa Milan, on n'a toujours pas compris pourquoi on avait recruté ce joueur. Bon, on a des mecs issus du centre de formation. S'il y a bien un truc que le Milan sait faire, ce sont les latéraux. Voilà, on a bien compris, latéraux gardiens, c'est notre point fort. Bon bah servons-nous, allons-y, puisons dans nos centres de formation, utilisons nos ressources et allons jusqu'au bout. Hein. Et puis maintenant on a des avant-centres. Alors c'est encore mieux, il manque plus que les défenseurs centraux, puis c'est réglé. Hein. Puis un ou deux récupérateurs. Sinon on va chercher Sturaro à la Juve. Voilà. On a d'ailleurs, si je peux me permettre, Mais vas-y, Luigi, pense. un petit mot. Il y a un défenseur central qui est en train d'émerger à Milan. Eh ben Chez les vas-y, jeunes, le nom. qui Allez. est titulaire, qui s'appelle Gabriele Bellodi, je crois, qui est 2000, donc comme Bellanova, donc c'est un minot de 16 ans, qui est titulaire depuis 2 mois maintenant en Primavera. À voir sur la suite, mais bon, il est surclassé, il joue avec des joueurs plus vieux que lui. À voir. Et ben voilà, C'était ça un c'est une petit bonne aparté. nouvelle. Bon, en tout cas, je vous remercie, je remercie bien évidemment Skoya chaleureusement pour sa première. Il nous a sauvé une extrémiste puisqu'il nous manquait, il y a 2-3 personnes là qui n'ont pas pu venir. Nico était au stade et puis il y en a 2-3 qui ont des petites soirées familiales. Donc on se retrouvera, alors on sait pas si on fera la Juve en coupe parce que forcément c'est un jeudi soir. Et les matchs le jeudi soir, c'est pas toujours simple quand on se lève tôt le lendemain matin. Quoi qu'il arrive, on sera là pour le prochain match, je crois, contre l'Udinese me semble-t-il, dimanche prochain dans une semaine à 15h si je ne m'abuse, faudra vérifier mais je crois que c'est ça. Et puis on espère bien évidemment que le Milan démarrera son match dès la première minute pour éviter les déconfitures du type ce soir, quoi, voilà, qui nous sont vraiment navrantes. On a fait une émission, mais croyez-nous, c'était pas si simple. Voilà, bonne soirée à vous, profitez bien de votre week-end, à la semaine prochaine, salut! Ciao, ciao. Salut.